Alors, bonsoir, maître Gilles Devers. Vous m'entendez bien? Bon. Oui, bonsoir. Bonsoir, parfait. Vous êtes avocat au barreau de Lyon. Vous êtes à l'initiative d'une plainte collective contre Israël pour génocide et crimes de guerre devant la Cour pénale internationale. Cette institution judiciaire internationale créée en 2002 juge les auteurs des crimes internationaux les plus graves. Cette plainte réunit plus de 500 avocats français et internationaux. Elle a été déposée le jeudi 9 novembre dernier au siège de la CPI à La Haye, aux Pays-Bas. Avant toute chose, maître Devers, vous confirmez que la CPI est compétente et a les pouvoirs de traduire Israël devant ses juges. Si je vous pose la question, beaucoup estiment qu'Israël échappe à la justice internationale et qu'elle n'a pas ratifié la CPI. Oui, effectivement, on entend dans ça de manière récurrente. Mais bon, moi, je suis bien habitué à ce discours qui est de discréditer le droit international parce qu'on le redoute. Bon, la situation, elle est parfaitement claire. Il y a eu un débat sur le sujet qui a occupé une procédure qui a duré à peu près un an où ont participé 80 parties. Il y en avait au moins 50 qui étaient pour la partie israélienne et ça s'est tranché par une décision de la Cour du 5 février 2021 qui a dit que la Cour était compétente. Donc, il n'y a pas de débat. Voilà. Ensuite, elle dit quoi, la Cour? Elle dit des choses très importantes. Et c'est pour ça que même si la CPI n'a pas que des qualités, même s'il y a des choses qu'on pourrait modifier, il faut bien mesurer pourquoi on choisit la CPI. La Cour a dit que la Palestine est un État. Donc, je pose la question, est-ce que vous connaissez beaucoup de juridictions ou d'instances internationales qui ont dit la Palestine est un État à égal des autres et donc un Palestinien est un égal des autres? C'est-à-dire qu'il y a un endroit où les Palestiniens sont à l'égal des autres, eh bien, c'est à la Cour pénale internationale. Et la Cour a ensuite statué que cet État était souverain sur la Cisjordanie, sur Gaza, et sur Jérusalem-Est. Ce qui veut dire que cet arrêt sur la compétence a déjà pratiquement tranché la question de l'illégalité de l'annexion de Jérusalem-Est. J'entendais l'autre jour Jacques Attali disant, bon, il y a des choses qu'il faudra régler, mais Jérusalem-Est, on le garde. Mais comment tu le gardes? Ça fait quoi? Donc la justice s'est prononcée, il faut quand même respecter le droit, et surtout que ce droit est complètement logique. Donc Jérusalem-Est a été déjà jugé est une souveraineté palestinienne. Et ensuite, la Cour a jugé que le gouvernement de Ramallah, donc le gouvernement de l'État de Palestine, était en mesure de transférer sa compétence pénale à la Cour. Voilà. Donc, le procureur, il a de quoi enquêter pour tous les faits qui se sont commis, dont un élément est commis sur le territoire, et ça concerne aussi bien M. Netanyahou que M. Biden comme complice, ou l'inverse, parce que on commence à se poser la question de savoir qui est le vrai maître des opérations. Merci beaucoup pour cette clarification. On va s'intéresser maintenant à la plainte en elle-même, au lendemain de l'attaque meurtrière du 7 octobre 2023, fomentée notamment par la branche armée du Hamas contre Israël. L'État hébreu s'est lancé dans une vengeance aveugle contre l'ensemble de la population palestinienne et pas seulement gazaoui. Très tôt, une experte des droits humains a dénoncé un nettoyage ethnique. Vous parlez plutôt d'un génocide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, selon vous, les conditions d'un génocide sont réunies? Pour moi, les conditions du génocide sont réunies parce que j'ai des faits et que ces faits correspondent à une base légale. J'insiste qu'il y a un véritable mouvement qui s'est créé. Vous dites que vous avez rappelé que ce soir, il y a 500 avocats à travers le monde qui ont signé ces plaintes, puis un comité de professeurs de droit international. Donc, on sait quand même à peu près ce qu'on raconte. Et la base, elle est notre métier, rien de plus. Et je dis à tout le monde, c'est notre déontologie, ce que l'on fait. Quand c'est compliqué, plus il faut rester à notre base. On regarde les faits, un avocat sait regarder les faits, du moins il doit le savoir. Ensuite, on cherche quelle est la base juridique. Après, on défend un argumentaire, on cherche à convaincre le juge. Voilà, c'est ce que nous faisons. Rien de moins, rien de plus, mais ça change tout. Et alors, quels les faits? Si vous les prenez isolément, ce sont des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Par exemple, le largage de bombes au phosphore sur des zones habitées pour brûler les gens. C'est un crime de guerre manifeste. On voit des scènes d'humiliation avec des prisonniers palestiniens, je ne sais pas quel titre, il peut être prisonnier d'ailleurs, qui montent dans un bus et ils sont nus, dénudés, et ils se prennent des coups de la part des soldats israéliens qui ont l'air de vraiment bien s'amuser avec ça. Donc ça, c'est un crime contre l'humanité. Mais il ne faut pas prendre par morceaux, il faut prendre globalement.
et voir ce que dit la jurisprudence. Alors, déjà, dans les statuts de la Cour, vous avez l'article 8, ce sont les crimes de guerre, l'article 7, ce sont les crimes contre l'humanité, et l'article 6, c'est le génocide. Donc le génocide, il est au-dessus de tout. Voilà. Et dans le génocide, on a deux définitions. Il y en a cinq, mais il y en a deux qui sont importantes. Il y en a une, c'est l'extermination physique des populations. Donc c'est très clairement le génocide de juifs sous les nazis. Bon, c'est pas le cas à Gaza. C'est pas le cas. Ce qui est le cas à Gaza, c'est la deuxième définition du génocide, c'est-à-dire une action déterminée pour détruire une société, un lien social, un groupe social. Et là, je ne pars pas de mon opinion. Je pars déjà des textes du statut, vu que le statut définit le crime, et puis ensuite donne ce qu'on appelle des éléments de crime, ce qui donc sont un peu des décrets d'application, en quelque sorte, sur lesquels on voit décrit comment on joue sur cette destruction du groupe social, mais surtout, la base, c'est la jurisprudence. Et la jurisprudence, elle s'est prononcée pour tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, tribunal sur le Rwanda, Cour pénale internationale, Cour internationale de justice. Il y a beaucoup de références et elles sont récentes. Alors, on prend le cas des Rohingyas. Qu'est-ce qui a été retenu pour les Rohingyas? La privation d'eau et d'électricité. Ça vous rappelle quelque chose? L'organisation de la famine. Ça me rappelle quelque chose, ça aussi. Ensuite, les difficultés d'accès aux soins, les destructions de maisons, les transferts forcés de population. La Cour avait retenu ça au titre des éléments matériels et nous on rajoute sur la situation de Gaza des bombardements massifs qui font entre 97 à 98% de victimes civiles. Bon, ça c'est des éléments matériels, donc on est déjà bien en phase avec la jurisprudence. Ensuite, deuxième volet, l'élément intentionnel. Il faut prouver une intention de détruire le groupe et pas simplement de faire des morts ou de détruire le groupe. Et ben, ici, je lis le ministre de la Défense en disant que les Palestiniens sont des animaux et qu'on va les traiter comme tels. Je lis les déclarations de M. Netanyahou disant que on va changer la manière d'être à Gaza, que Gaza ne ressemblera plus ici et que tous ceux qui ont soutenu le Hamas dans son approche à lui vont être percutés de plein fouet. Et puis on voit toutes ces tentatives qui sont pour expulser les Palestiniens, alors physiquement quand on y arrive, et puis je veux dire c'est surtout de les écœurer. C'est une guerre tous les 4 ans. Et quel est le médecin qui reste là? C'est par exemple, si vous prenez les médecins, ils sont vraiment acharnés à leur travail, à leur terre et à leur famille, parce qu'ils travaillent dans des conditions abominables, alors que ce sont des héros de leur science. Donc il y a cette volonté de déshumaniser, dit la jurisprudence, et moi je fais le lien avec ces éléments circonstanciels qui sont ces discours invraisemblables. On en a pris le détail dans la plainte, mais la plainte, moi, je la fais commencer à 1917, c'est-à-dire la déclaration de Balfour. Parce que la déclaration de Balfour, ça, c'était pas une compensation de l'Holocauste, hein. C'était la puissance occidentale qui décide de prendre fait et cause pour créer un État juif en Palestine parce qu'ils voyaient que ces peuples arabes allaient devenir indépendants, ils s'en méfiaient comme tout, et vu qu'il y a du pétrole, ils voulaient quelqu'un pour surveiller la maison. Donc c'est la déclaration de Balfour. Et créer un État juif alors qu'il existe déjà une société, c'est nier le droit à l'autodétermination. Quand en 48, il y a la création de l'État d'Israël, non pas par l'ONU comme je l'entends tous les jours, mais par une déclaration politique. Dans le même temps, on fait la Nakba, le nettoyage ethnique, 700 000 personnes, et 90% des musulmans arabes du nouveau territoire qui sont expulsés. Parce que vous ne pouvez pas faire un État juif s'il y a une majorité arabe. Donc, cette négation du droit à l'autodétermination, elle est au cœur de tout. Et c'est la même chose pour la colonisation. Donc, quand vous avez un gouvernement qui est un petit peu dans la mesure ou dans le sens politique, ben, ils essayent de le faire pour que ça passe. Et puis, actuellement, ben, Israël est dirigé par un gouvernement que vous avez analysé, que tout le monde voit où ils en sont. Il y a quand même des ministres qui ont dit que c'était tellement beau de voir Gaza détruit, pour enfin on va pouvoir le redonner aux colons, enfin sans parler de la bombe nucléaire qu'il faudra faire exploser sur le territoire. Et il y a ces éléments circonstanciels-là, mais ils ne sont que la conséquence
du refus du droit à l'autodétermination. Et je conclue ce petit exposé pour vous dire que la charte de l'ONU dit que la condition de la paix, c'est la coexistence des peuples. À partir du moment où un peuple s'estime supérieur à un autre et veut le dégager de sa terre où il est souverain, vous entrez dans la guerre. Eh bien, on a la guerre en Palestine depuis 1917 parce qu'il y a la volonté d'éliminer un peuple qui existe et qui pourtant a le droit de vivre sur sa terre. Vous avez parlé de crimes de guerre. J'en profite, hein, vu qu'on est avec un éminent juriste sur la question. Quelle est la différence entre crimes de guerre et les crimes contre l'humanité? Parce qu'il y a souvent une confusion aussi entre les deux qualifications. Alors, déjà, moi, je suis surpris quand je vois les discussions et la facilité avec lesquelles les gens donnent leur opinion Mmh. sans ne rien connaître. Moi, je parle pas de psychanalyse ni de cuisine, j'y connais rien du tout. Mais quand même, quand vous parlez de droit, il y a des règles. Donc, ce qui est crime de guerre et crime contre l'humanité et génocide, c'est pas la disposition de tel ou tel petit perroquet qui vient faire son cirque sur un plateau télé. Ce sont des définitions légales. Et donc, si on veut savoir les crimes de guerre, on regarde, il y en a 2 pages à peu près sur le statut de la Cour. Les crimes contre l'humanité également sont listés. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le crime contre l'humanité, il y a une ampleur particulière et on sent que derrière les crimes, il y a une volonté de remettre en cause l'humanité des personnes. Mmh. Mais les crimes de guerre en eux-mêmes sont d'une particulière gravité. La guerre se fait avec des lois. Alors je sais que c'est facile, on rigole quand on dit ça, mais c'est depuis toujours. Mmh. Et il y a que là où on voit quand même un État qui dit mais moi je fais ce que je veux, et qu'on voit toutes les puissances occidentales qui se mettent sous les ordres de ce général excité et qui ne connaît rien, et en disant tu as le droit de te défendre. Est-ce que par exemple ces gens savent que la Cour de justice en 2004, alors peut-être qu'ils méprisent même la Cour de justice, mais la Cour de justice en 2004 a dit qu'Israël n'avait pas droit à la légitime défense vis-à-vis du peuple palestinien. Pourquoi? Parce que c'est un territoire occupé. Il est puissance occupante. Donc il n'a pas droit à la légitime défense. Mmh. C'est jugé par la Cour noir sur blanc dans l'avis de 2004. Et pourtant, on voit les plus hautes autorités Mmh. entre guillemets, diplomatiques et politiques, en disant c'est un droit légitime défense, il faut qu'il l'affirme, etc., etc. Donc voilà, nous, notre rôle comme jury, c'est pour ça Mmh. qu'on s'organise et que vous allez entendre parler pendant longtemps de notre armée d'avocats. Mmh. Je dis armée parce que c'est pour résister à la résistance à l'occupation militaire. Eh bien, on va reprendre ce travail de fond méthodique, mais on va rectifier systématiquement ces notions. Israël a droit à la légitime défense s'il est attaqué par un État tiers, c'est-à-dire s'il est attaqué par, je sais pas, la Jordanie ou l'Égypte ou le Liban. À ce moment-là, il y a un droit à la légitime défense, mais vis-à-vis du peuple palestinien, c'est une population civile occupée. Selon la Convention de la Haye, il doit la protection et cette protection, il la transforme en agression. Je vendais l'autre jour, je sais plus lequel c'était de cette équipe, qui se mettait en avant en disant mais à Gaza, on arrivait à livrer jusqu'à 400 camions par jour. Sous-entendu, vous avez vu comment on est généreux, mais c'est leur devoir le plus strict. C'est-à-dire que si vous faites une occupation militaire, c'est uniquement pour une manière transitoire le temps de négocier la paix. C'est pas fait pour durer pendant 60 ans en créant des colonies. Et vous avez effectivement l'obligation de protéger la population civile. Donc les camions, c'était pas un cadeau. Et au contraire, c'est un demi-cadeau parce que là, évidemment, on voit la violence de ce qui se passe. Mais en temps courant, et depuis les élections de 2006 qui avaient été gagnées de manière démocratique par le Hamas, ben, Israël a imposé un blocus qui est illégal en lui-même et qui, on l'avait vu les chiffres de l'UNCAD, qui est donc le service compétent des Nations Unies, il avait chiffré depuis le début du blocus à 23 milliards de dollars. C'est pourquoi, et ça datait de quelque temps ce rapport, on avait fait une évaluation et on a saisi le fonds d'indemnisation de la Cour pénale d'une demande de 35 milliards de dollars. Ça, c'est simplement ce qu'Israël gagne avec ce blocus alors qu'il a l'obligation de protéger la population. Et on y a fait droit à votre demande? Non, la Cour prend du temps, mais nous, on est tenace. Mmh. Et le fonds d'indemnisation devra nous répondre. J'ai quand même quelques petites oreilles par là-bas et je sais que la question, elle pose un problème sérieux, elle les intéresse. Qu'est-ce qui vous êtes plutôt confiant, maître Devers, qu'est-ce qui vous fait dire que cette plainte
pourrait prospérer, puisque vous l'avez rappelé, depuis 1917, Israël agit et mène une politique qui semble échapper à la justice internationale. Qu'est-ce qui pourrait changer aujourd'hui et pousser les procureurs à engager des poursuites contre Israël? Eh bien, voyez-vous, ce qui change, c'est que maintenant, les Palestiniens, avec nous, mais avec d'autres aussi, saisissent les juges. Et aussi bizarre que ce soit, quand vous regardez l'histoire du conflit israélo-palestinien depuis 1917, qui est uniquement une affaire de reconnaissance de droit, c'est-à-dire que les Palestiniens revendiquent rien. La partie israélienne, elle revendique un État, mais les Palestiniens, ils revendiquent rien. Ils demandent simplement le respect de leurs droits souverains sur la terre. Donc, on m'a volé mes droits et je veux les récupérer pour un ensemble de raisons que je ne vais pas développer ici. Il se trouve qu'ils n'ont jamais agi en justice. Et on a toujours confondu en disant mais ils ont la justice internationale contre eux parce qu'ils faisaient des argumentaires qu'ils allaient soumettre au Conseil de sécurité. Donc évidemment c'était une plaisanterie juridique. Mais chaque fois qu'ils vont en justice, ils gagnent. Ils l'ont fait en 2004 pour le mur. C'est pas eux qui sont allés, c'est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, elle a rendu un arrêt spectaculaire et en disant que le mur était illégal, qu'Israël devait le détruire et qu'Israël devait ensuite indemniser tous les Palestiniens qui ont été lésés par cette construction. Il expliquait la méthode d'indemnisation et ensuite rien n'a été fait. Ben, rien n'était fait. Pourquoi? Parce que les États-Unis disent, ah oui, mais il faut discuter, il faut être sympathique, il faut trouver une solution, le contentieux, c'est pas bon. Voilà. Et donc, ce pays extrêmement nocif a joué tout son rôle, hein, ici. Ensuite, vous avez un deuxième exemple, et ben, c'est la CPI. Depuis 2009, moi, j'ai déposé les premières requêtes au nom des habitants de Gaza, vu qu'il y avait une première agression. Il a fallu attendre 2018-2015, pardon, pour que la Palestine ratifie le traité. Il y avait eu tout un travail qui avait été fait avec l'autorité palestinienne à ce propos. Et on disait, mais jamais la Palestine va ratifier. Mais elle l'a ratifié, et puis maintenant tout le monde est content. Et vous avez même ce paradoxe qui est même assez, il n'est pas rigolo, il n'est pas du tout, mais disons que le commentaire est rigolo quand on voit que la France dit, bah non, l'État de Palestine on ne le reconnaît pas, et puis que quand elle est à la CPI, elle siège à côté, et que la Palestine était même au conseil d'administration il y a peu de temps. Voilà, donc à Paris ça marche pas, à La Haye c'est bon, c'est un collègue État. Donc l'inscription à la CPI a fait une grande valeur pour la Palestine vu qu'elle a été reconnue comme État. Et ensuite, en 2018, il a fallu attendre 2018 pour qu'il y ait une plainte véritable des Palestiniens. C'est que la ratification, c'est pas la plainte. Il y a encore beaucoup de tractations, énormément de pression et les pressions sont pas compliquées. L'Europe fait la paye des fonctionnaires, tout le monde sait ça. Comment est-ce que l'autorité palestinienne prend son indépendance vis-à-vis du point de vue européen, en sachant que c'est eux qui font la paye des fonctionnaires, qui peuvent avoir un petit retard de paiement ou quoi que ce soit. Bon, donc, l'Europe finance beaucoup de choses, notamment toutes les destructions israéliennes. Donc, hélas, l'autorité palestinienne s'est mise dans une situation de dépendance vis-à-vis des instances européennes et elle n'a pas trouvé la force diplomatique. Mais vous voyez à quel point la CPI est efficace. C'est que pourquoi créer tous ces obstacles quand Abbas a finalement décidé qu'il fallait ratifier le traité. Avant de ratifier le traité, il a demandé au fameux groupe armé, Hamas, Djihad islamique, FPLP, en disant, je signe, mais vous risquez d'être poursuivis, vous êtes d'accord ou pas d'accord? Ils ont tous dit, mais on n'a pas redouté le droit. Au contraire, on se bat pour le droit. Donc, ils ont tous signé. Et Abbas ensuite a ratifié le traité. Et alors, qu'est-ce qu'on prend? On fait arrêt sur image, comme on dit. Voilà un État, la Palestine, à qui on a reproché la violence, etc., qui vient rejoindre une juridiction internationale pour se placer sous l'angle du droit international. C'est une image qui est positive, qui est magnifique pour tous ces grands pays qui sont tellement défenseurs des droits de l'homme. Donc vous cherchez les communiqués de félicitations, les remarquables adresses politiques que l'on fait à Abbas, les félicitations pour le peuple palestinien qui se place sous l'angle du droit international. Il n'y a pas eu un mot. Il n'y a pas eu un mot. Ils étaient tous verts de rage parce que les Palestiniens ont osé se mettre sous cette juridiction. Et pourquoi? Parce que cette juridiction, elle marche. La preuve, elle est compétente. Quand les faits ont démarré au début, on voyait, j'allais dire, hélas, une affaire de plus.
et puis une agression de plus. Donc on est un petit peu rodé pour savoir comment la traiter au niveau des preuves, transmettre ça à la cour. Et puis voyant l'enchaînement des faits, j'ai quand même assez vite identifié que c'était en fait un génocide. Pourquoi je l'identifie? Parce que c'est mon métier de faire les qualifications. Et on a saisi la cour, on obtient un rendez-vous sous 10 jours. Donc, vous voyez, la progression, elle est spectaculaire par rapport à 2009 où on nous ignorait complètement. Donc, Et cette plainte reçoit un écho considérable dans le monde entier, du Pakistan à l'Uruguay et dans tous les pays. On a des avocats qui se manifestent, mais également en Palestine, où je coopère maintenant avec le barreau de Palestine, qui veut nous aider pour constituer les dossiers. Donc, il y a véritablement un travail méthodique qui se fait vis-à-vis de la Cour. Et donc, moi, j'ai pas à dire j'y crois ou j'y crois pas. Je suis un avocat, j'analyse les rapports de force, j'analyse les textes. Je pense que pour le procureur, c'est une décision qui est difficile parce qu'il est sous une pression immense des États-Unis et des puissances occidentales. Mais il sait, surtout avec ce groupe de 500 avocats et ses professeurs de droit internationaux, que sa décision va être surveillée de partout dans le monde, que de partout dans le monde, on est d'accord pour l'aider, lui apporter des preuves, lui apporter des arguments, et que si en revanche la Cour ne sait pas se saisir de ce litige qui est complètement flagrant et qui heurte le plus simple sens de l'humanité. Hein. Le secrétaire général de l'ONU a dit c'est pas une question de droit humanitaire, c'est une question d'humanité. On a des dossiers, c'est des quelques-uns qui viennent, c'est à peu près tous les premiers dossiers qu'on reçoit. C'est les gens leur dire regroupez-vous ici parce que votre maison est pas sûre, on doit bombarder parce qu'il y a des terroristes, etc. Donc ils vont se mettre dans un lieu sûr et c'est le sûr qui est bombardé. Donc hier, il y a 4 jours, une famille, 54 membres de la famille ont été tués. 54, voilà. C'est hier un mail qui est reçu d'un jeune Gazaoui qui me dit en anglais, ben voilà, cette nuit la maison a été tuée, on était tous en train de dormir dans la maison. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mes frères et sœurs, je suis tout seul, j'ai plus de maison, j'ai plus de vêtements, j'ai plus rien. Je voudrais simplement vivre comme un homme sur terre. Voilà, c'est pour ça qu'on se bat. Maître Devers, donc la plainte a été donc déposée le jeudi 9 novembre dernier au siège de la CPI. Quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est un long processus qu'il y a à la CPI, ceux qui la pratiquent le connaissent, c'est l'enclenchement de l'enquête par le procureur, vu que le procureur a seul l'opportunité. Voilà. Quand il prend un refus, on peut faire appel et on va devant les juges. Mais les juges peuvent simplement dire la décision elle n'est pas motivée, la décision elle n'est pas logique, mais les juges ne peuvent pas ouvrir d'eux-mêmes l'enquête. Ils renvoient le dossier au procureur. Voilà. Donc c'est tout un jeu de règles juridiques, de tractations qui sont très honnêtes normalement, et d'analyse de ce qu'on appelle les intérêts de la justice. Donc, je dirais que le procureur peut dire qu'il n'est pas dans les intérêts de la justice d'analyser les crimes de guerre les uns après les autres, tout bombardement de maisons, parce que ça serait un travail monstrueux. Il peut pas se rendre sur place. Il ne peut pas envoyer ses équipes. Quand vous avez 140 immeubles qui ont été bombardés pendant la nuit, comment faire une enquête technique là-dessus? Bon, c'est des questions qui sont réelles. Et donc, c'est pas dans l'intérêt de la justice, c'est dans l'intérêt de la Cour de se lancer dans des affaires comme cela, même si c'est regrettable. Bon. Mais pour ce qui est de la question du génocide, on lui explique que la preuve, elle est simple. C'est-à-dire que le ministre dit, on va couper l'électricité parce qu'on va arrêter le pétrole. Il arrête le pétrole, il coupe l'électricité. La preuve, elle est rapportée. Ensuite, l'eau, on ne s'en occupe pas, et tant pis s'il y a plus d'eau, et donc on cherche même l'eau potable pour les enfants. C'est complètement acquis. Ensuite, il dit on va bombarder les maisons. Il bombarde des maisons. Ensuite, on va exclure, on va faire des transferts forcés de population. Il le dit, il l'annonce, et c'est lui-même qui donne le premier chiffre de 1,5 million. Donc, au niveau de ce qu'est le génocide, ben ce sont des gros morceaux, je dirais, que l'on retrouve aussi s'agissant de l'intention, hein, cette fameuse intention coupable qui est l'intention de détruire le groupe. Bon, chacun maintenant le comprend. Je sais qu'au début, quand on a déposé la plainte pour génocide, ils se sont dit ça va encore des excités qui croient qu'ils vont tuer 2 millions de Palestiniens. Non, 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 on est des gars sérieux quand même, vous voyez ce que je veux dire. Donc les critères de la jurisprudence sont là. Je voudrais simplement dire pour ceux qui, et pour éviter des critiques stériles des grands savants qui n'ont jamais rien étudié, que Srebrenica a été jugé
comme crime de génocide, et il y avait eu 8600 morts à Srebrenica. Donc, le procureur, on a tous ces éléments pour le convaincre. Et puis, notre rôle d'avocat, c'est de convaincre les juges. Après, c'est les juges qui décident. Ça sera à eux de décider s'ils décernent un mandat d'arrêt, s'il veut approfondir de l'enquête, s'il a besoin de témoignages. Nous, tout ce qu'on peut dire, c'est que avec les relais qu'on a sur place, avec maintenant la coopération avec le barreau de Palestine, on est en mesure, malgré la guerre, malgré la raréfaction d'Internet, de lui présenter des dossiers individuels largement suffisants pour entrer dans la voie de l'accusation. On ne parle pas encore du jugement, il faut être méthodique dans les procédures, donc le procureur a de quoi faire. Merci infiniment, Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon. Merci aussi pour ce cours de droit, ça fait du bien parce qu'effectivement, on entend beaucoup d'ignorants sur les plateaux télé et sur les réseaux sociaux. Nous suivons de très près cette affaire, nous restons bien sûr en contact.